C'était le best-of de la midinale. Retrouvez Charlotte et Théo du lundi au jeudi, de midi à 13h, en direct sur Campus FM. Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais parfois je vais au cinéma et voilà que comme plein d'autres gens, je suis allé voir Les Misérables, le film de Ladj Ly. Film choc, cri de rage, dénonciation des violences faites aux habitants des quartiers populaires, film plein d'humanité, d'amour, mais aussi de nuances, film explosif, politique, militant. Il y a tout ça dans le film de Ladj Ly et sans doute bien plus, mais arrêtons là la chronique. Vous avez entendu parler de ce film pendant toute la semaine et je vais pas ramener ma fraise. Simplement une dernière chose, n'oubliez pas d'aller le voir, comme n'a pas oublié de le faire notre bon président Jupiter himself, le seul, l'unique. Mais Jupiter, il ne va pas au cinéma lui, non, quand il veut voir un film, c'est le cinéma qui vient à lui. Et donc en fin de semaine dernière, et en petit comité dans une salle de l'Élysée, Jupiter Ier a vu Les Misérables de Ladj Ly. Et à la fin de cette vision, il s'est dit, comme le rapporte le JDD, qui écrit cela dans son édition numérique de mardi, il s'est dit, notre bon président, bouleversé par ce qu'il venait de voir, et a aussitôt envoyé un SMS à son Premier ministre pour l'exhorter, je cite encore, à se dépêcher de trouver des idées et d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Pour le SMS, je ne suis pas sûr, mais je vous jure qu'il a vraiment dit ça, notre bon président. Et voilà donc notre bon président bouleversifié par un film magistral, je le répète, lui montrant une réalité qu'il semble découvrir. Jupiter, descendant de l'Olympe, pensez-moi je rire, pensez-moi je rêve, parce qu'après tout, c'est pas comme si il avait dézingué en une phrase, il y a 1 an et demi, le rapport qu'il avait lui-même demandé à Jean-Louis Borloo d'établir sur la situation des banlieues hexagonales. Non, c'est pas comme si. Et même si ce rapport n'était en rien révolutionnaire ni novateur, il avait au moins le mérite de s'appuyer sur un constat honnête et réaliste de la situation pour ensuite proposer 19 programmes permettant, d'après Jean-Louis Borloo, de dynamiser ces quartiers laissés en déshérence par les gouvernements successifs de ces 30 dernières années. 19 programmes balayant les sujets emploi, rénovation urbaine, question du logement, de l'école, des services publics, du développement de l'apprentissage et puis aussi de l'éradication des trafics, ensemble de problèmes qui empoisonnent la vie des habitants de nos quartiers populaires. Mais en une phrase, souvenez-vous, de mâles blancs qui ne vivent pas dans les banlieues se remettent un rapport sur les banlieues et ça ne marche pas comme ça. Notre dit président avait dit ça sur un ton tout à la fois goguenard et méprisant. Jupiter avait donc balayé rapport et proposition d'un trait de plume et puis était passé à autre chose. 1 an et demi plus tard, le voilà donc qui découvre effaré, c'est au moins ce qu'il dit, que les banlieues, que dans les banlieues la misère est profonde, la police sauvage, le chômage important, la violence omniprésente et que la loi c'est plutôt celle de la jungle. Vieux motard que jamais, comme dit mon copain dijonnais. Et s'il lui faut des films pour appréhender les difficultés de ses compatriotes, eh bien qu'on lui en fournisse des films. S'il veut voir les réalités du monde agricole hexagonal, qu'il visionne, tiens, Au nom de la terre d'Édouard Bergeon, actuellement en salle. Et puis, Entre les murs de Laurent Canté devrait le faire réfléchir sur la réalité du vécu des enseignants. Et s'il a besoin d'une deuxième couche, qu'il regarde le film de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, La vie scolaire. Et puis, le visionnage finalement de la filmographie complète de Ken Loach lui donnera sans doute des raisons
raison de réajuster sa vision du monde plutôt olympienne. Et puis je suis sûr que si le soir de Noël, on lui propose de voir Bambi, le dessin animé de Walt Disney, après avoir vu la mère de Bambi se faire dégommer par un viandard à casquette, il n'aura sans doute plus la même vision du monde des chasseurs. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 31e saison, réalisée et mise en onde par Tulip. Ce soir, on parle de 2 spectacles à venir, 2 spectacles tout neufs et à peine sortis de l'œuf. Ce soir, on parle de Chamonix, le nouveau spectacle d'Éric Larreine à découvrir vendredi et samedi prochain au Théâtre Garonne. Et ce soir, on parle aussi de Baroque et de Klezmer, le nouveau spectacle que Camille Artichaut présentera mardi 3 décembre à Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, finalement par l'autoroute, c'est à 1h30 de Toulouse. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous en parlait la semaine dernière. Les écoutes répétées de cette semaine ont fait le reste. New Burn, le premier album du duo Weavers-Winchester, est un grand disque. D'un côté, le guitariste et bassiste Mathieu Sourisseau, déjà entendu au sein de la friture moderne, du Tigre des Platanes, en accompagnateur de la chanteuse éthiopienne Etenesh Wassier, ou dans Facteur Sauvage, le trio qu'il continue à former avec Daniel Scalier et Laurent Paris. De l'autre côté, Mike Ladd, poète urbain, rappeur américain, installé en Europe depuis une vingtaine d'années, déclameur à la voix éraillée, voilée, profonde et chaude, ayant croisé le fer aussi bien avec Mamani Keïta qu'avec Saul Williams, Arto Lindsay ou Marc Ribot. D'un côté, le free rock mêlé de musique impro et gorgé de blues du guitariste toulousain, de l'autre, le rap underground et militant, estampillé spoken word de la Merloc. Au final, une espèce de blues folk tendu pour un album faisant alterner morceaux courts, comme écrit dans l'urgence du moment, et d'autres plus longs, mais non moins sauvages et incandescents. Une musique pleine de sens, pleine de sons, une musique des origines, aux sonorités minimalistes et pourtant si riches. Un album débordant d'orange et d'étincelles, on écoute ça tout de suite. Weavers-Winchester, Mont Sainte-Borne, extrait de l'album New Burn, c'est Caramel Mou, et c'est tant mieux. Et c'est moi qui le lance. I could start with Mount Sainte-Borne, with your people, the Orang Ulu, and South England like half of mine, the muscles of our histories. I could start with the meeting of the deities, they kept quiet like they didn't notice, and I imagine you knew them well. Told them to mind their own business, and we'd meet them later down in hell. I saw you preside over a court of suitors, and you saw me lead an army of joy. I saw you preside over a court of suitors, and you saw me lead an army of joy. 10,000 miles from out of town, I don't know the rhythms, but I know enough gods. How you folded half the world, I'll leave a mystery, like the whereabouts of that key to the meadow where I stashed your taste and tumble in my head, where you danced reckless, oh so reckless. I saw you preside over a court of suitors, and you saw me lead an army of joy. I saw you preside over a court of suitors, and you saw me lead an army of joy. In this small hollow of the mountain, it's hollow for us alone. In
Miss Hollow beneath Saint-Aubin. All our ghosts and secrets wrong. I saw you preside over a court of suitors. You saw me lead an army of joy. I saw you preside over a court of suitors. And you saw me lead an army of joy. Toujours à l'écoute de Caramel Mou. Bonsoir Éric Larreine. Bonsoir. Je vous ai trouvé très attentif sur le premier morceau que nous venons d'écouter, donc Weavers Winchester, dernière production des Toulousaines de Freddy Moraison pour le coup. Oui, je crois bien que c'est mon kiff. Hein. Ah, il me semble aussi. Ouais. C'est peut-être pas pour rien que j'ai décidé de commencer l'émission avec. Ah non, c'est très très bien. C'est un peu la musique de vos origines, j'allais dire ça. C'est là-dedans que vous vous êtes formé l'oreille. Ben, c'est là que je suis tombé quand j'étais petit. Je crois bien que c'est un des premiers. J'ai commencé par acheter Revolver. Ah ouais, Beatles, quand même. Quand j'avais 11 ans. Ouais. Mais après, quand j'ai arrêté d'acheter des disques des Beatles, parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça finalement. Et là, j'ai commencé à écouter Sonny Terry, Brownie McGee, tu vois, le chant du monde. Le duo blues. Et à partir de là, voilà, ça c'est vraiment une base. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est une musique qu'on a trouvée assez souvent dans vos disques, le blues, le rock. Avant d'aller un peu plus loin dans l'interview, on va se faire simplement un petit plaisir, écouter quelque chose qui vous a fait connaître, on va le dire comme ça, et on va écouter ça, vous allez peut-être rigoler, je ne sais rien, on va le voir. Ah, c'est bon, quoi. Ah ouais. Oui. Ah oui, c'est exactement. Ça me va, oui. Récupère. Mais bien sûr. C'était il y a quoi, Récupère, il y a 30 ans? Oui, voilà, facile, ouais. C'était à peu près ça. Ah non, tu rigoles. Pardon, vous rigolez, Jean-Philippe. Ouais. J'espère bien. Ça nous fait... On ne vit toujours pas ensemble, vous me voyez, s'il vous plaît. Ouais, ça fait quoi? Je pense 30, que ça, 35 c'est 80, 82. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai. C'est à peu près ça. C'est un peu avec ça que vous vous êtes fait connaître. Voilà. Et écoutons la voix d'Éric Larreine. Dans la nuit, il est à noter que c'est un texte de Hervé Lelier. Dernier clope. On descend jusqu'à la plage, le ventre en feu. Mon Dieu, cette fille est montée sur roulement habile. Je vais être malade. Que quelques postes de télé qui lancent leurs images de fantômes. Bon, allez, arrêtons les amusements, simplement pour se rappeler que Éric Larreine a eu plusieurs vies, et on va en parler un peu de ces plusieurs vies, même si effectivement on prendra le temps, dans pas très longtemps, de passer une heure ensemble pour revenir un peu sur les différents éléments de votre carrière protéiforme. Mais Éric Larreine a eu plusieurs vies, il est là pour nous parler du dernier épisode de cette vie trépidante, ouais. Un spectacle que l'on verra la semaine prochaine, vendredi et samedi, au Théâtre
Roquette-Garonne, ça sera les 2 premières, et après peut-être que ce spectacle ira s'exporter un peu partout dans l'Hexagone. On peut le souhaiter, oui. On peut le souhaiter. Il y aura il y a déjà une autre date qui est prévue à Nantes au mois de mai, et il doit y avoir, je crois, 4 ou 5 dates qui attendent, parce qu'évidemment, les gens, ils vous achètent la marchandise, mais ils veulent la voir. Ils veulent d'abord voir la cam. Et au moins l'entendre, un minimum. Et donc, à partir de là, normalement, il doit y en avoir 4-5 qui doivent se rajouter des dates. Et puis la saison prochaine, c'est le délire total. Évidemment, c'est pour ça qu'on vous a invité ce soir, parce que l'année prochaine, vous serez inapprochable. Voilà. Donc, un spectacle de chansons. Et je dis bien de chansons, parce que certaines de vos derniers spectacles, c'était des lectures, c'était des choses un peu plus théâtralisées, un peu plus littéraires. Là, un spectacle de chansons avec des vrais musiciens sur scène, plusieurs musiciens, autour d'une figure que je ne connaissais pas avant de commencer à parler avec vous de ce spectacle. La personne dont vous parlez dans ce nouveau spectacle Chamonix, c'est Aristide Bergès des Quesaco. Qui est ce personnage ? Alors, mais c'est complètement dingue, quoi, parce que ça s'entend bien à mon accent que je suis pas de l'Ariège, quand même. Ouais, mais c'est vrai, vous êtes... moi, je le sais qui c'est, Aristide Bergès. Heureusement que vous êtes là. Aristide Bergès est un homme qui est né fin 18e, début 19e. Il est né exactement le 4 septembre 1833, pour être précis. Fin 19e, début 20e. Voilà, plutôt ça. Voilà, parce que je disais 18e, il a connu la Révolution française, non, c'est pas possible. Non, là c'est la Révolution industrielle plutôt. et oui, c'est un personnage sur lequel je suis tombé il y a déjà un bon petit moment. Et cette histoire a mis un peu de temps à s'écrire, à se fabriquer, à se monter. J'ai entendu parler d'Aristide Bergès au moment de l'inauguration de Job. Au 7 Deniers. Oui, donc quand on dit l'inauguration de Job, c'est ce que c'est devenu comme centre culturel. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pas l'usine à papier. Non, c'est pas l'usine à papier, c'est après. Et à cette époque-là, Philippe Metz m'avait confié la mise en scène, enfin la mise en roulement de l'inauguration en question, qui s'est fait sur 2 jours. Je crois que c'était assez magnifique, si je me souviens bien. Et il m'avait demandé, à cette occasion, d'aller enquêter chez les fabricants de papier dans le Couserans. Voilà, puisque le papier, ces fabricants de papier amenaient la matière première jusqu'à Toulouse pour en faire du papier de grand luxe. Grand luxe, ça j'y tiens. Parce que sinon, Bernard Magras va me pourrir. Bernard Magras étant le représentant syndical CGT de Job avant que ça ferme. Voilà, et qui a été un type très important. Et qui a été l'étendard de la lutte des Jobs il y a une quinzaine d'années. Voilà, et c'est sur cette piste-là, c'est comme ça que j'ai rencontré. Je suis allé à l'Orpe-Santaraille, dans l'Ariège, et là, il y a ce qu'on appelle, ils appellent ça comment ? Oh, je vais pas retrouver le nom. C'est un genre de musée, mais ils veulent pas qu'on dise musée. Sur les arts graphiques, la typographie, l'imprimerie, le papier, donc. Et ce petit musée est logé dans la maison du père d'Aristide Bergès, qui est à l'Orpe-Santaraille. Et là, il y a une usine à papier du 19e siècle qui est dans son jus, pratiquement. Voilà. Et machine qui fonctionnait à l'énergie hydraulique. Et qui fonctionnait donc à l'énergie hydraulique, le principe, c'est de se coller sur l'Ariège, et c'est l'Ariège qui fait tout le boulot. Voilà. Donc, son père était déjà un industriel, mais il était un type avec un caractère absolument insupportable. Donc, le jeune Aristide est parti quand même très très vite de la maison pour faire ses études à Paris. Il a fait l'école centrale, ça rigole pas, hein. Il a eu le premier bac scientifique de France, autant dire du monde, quoi. Il avait 16 ans et à peine 20 ans, il était ingénieur de centrale. Il rentre chez lui et il veut améliorer l'usine de son père. Et son père le met dehors, c'est-à-dire occupe-toi de tes affaires, toi, et va plus loin. Donc il est parti dans les Alpes. Donc on passe gaiement des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Et là, aux Alpes, a eu lieu un combat de titans avec le méchant de l'histoire. En l'occurrence, il s'appelle Amable. C'est curieux parce qu'il a un prénom d'accordéoniste, mais en même temps, les accordéonistes, il faut quand même s'en méfier. Il faut quand même se les faire. Voilà. Et il a fait un concours de chute.
on reste poli dans toute cette histoire. C'est un concours de chute, à savoir lequel aurait la plus longue. Et c'est Aristide qui a brillamment gagné. Il a fabriqué une chute forcée, une conduite forcée de 500 mètres pour développer je ne sais plus combien de chevaux et faire tourner ces machines. Voilà. Puisque le principe de la conduite forcée étant de prendre un petit ruisseau, une petite rivière en montagne, de la mettre dans une grande conduite métallique, de la faire tomber sous pression et de la faire tomber sur une chute très abrupte, dont là, pour l'occasion, 500 mètres, et en arrivant 500 mètres plus loin, elle a une telle force qu'elle peut faire bouger des montagnes, et en l'occurrence des pistons, des machines et pour des machines défibrer le bois hydroélectriques. En fait, il a mis au point toute la chaîne de production du papier à partir de bois, alors qu'avant c'était du chiffon. Voilà, donc un ingénieur qui a révolutionné un peu la façon de concevoir la machine-outil. Voilà. Question quand même. Et puis surtout alors cette chute de 500 mètres, il n'y a pas été de main morte, il a carrément percé un lac de montagne par en dessous, il y a collé un siphon. Il a mis une chute de 500 mètres et à la fin, il a mis une dynamo. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a inventé l'électricité. Voilà. En même temps, il a quand même vidé le lac qui était juste au-dessus. Ah oui, mais on pourrait plus faire ça maintenant. Hein. On pourrait plus. Hein. Il pourrait plus parce que ça s'est réchauffé. Mais ouais. Et justement, en fait, toute cette histoire-là, voilà. Bon, je suis très sensibilisé à la vie d'Aristide Bergès. Je vous le dis vite. C'est parce que quand il a fait toute cette industrie là-bas du côté de Grenoble, et il a fini par fonder une école d'ingénieurs hydrauliciens. C'est la première école d'ingénieurs hydrauliciens en France, en tout cas. Et mon père est diplômé de cette école. Ah ouais. Je m'en suis aperçu à la fin. Et donc, du coup, avec une boucle pareille, tu te dis, ok, je vais écrire une histoire. Obligé. Non, parce qu'effectivement, c'est quand même la question qui me taraude depuis que je sais que vous avez écrit sur Aristide Bergès. Pourquoi et comment on fait un spectacle autour de la figure même formidable et mythique d'un ingénieur alors, la figure de l'ingénieur, pour moi, elle est mythique d'un point de vue familial, mais pas que. Parce qu'en ce moment, on voit bien ce que ça donne, les ingénieurs. Ils fabriquent des trucs formidables. C'est eux qui ont inventé l'Internet, par exemple. Oui. Hein ? T'as vu la catastrophe que ça peut être maintenant. C'est assez mais formidable. Au départ, l'intention, elle est magnifique, quoi. De la même manière, ils ont inventé l'électricité hydraulique et moi, j'ai toujours pensé que c'était un moyen de produire de l'électricité extrêmement propre, quoi. Par rapport au charbon et maintenant au nucléaire. Mais non, pas du tout. C'est une catastrophe écologique, quoi, voilà. Et moi, quand j'étais petit, mon père, il m'expliquait ça et je savais pas du tout que c'était une catastrophe. Voilà. Et en fait, j'ai voulu raconter aussi cette histoire d'ingénieur parce que dans sa vie, il a rencontré une femme. Il faut aller au cimetière de Cabade, là, avenue de la Gloire, à Toulouse. Il y a un monument à la mémoire d'Aristide Bergès et il est gravé à Marie Cardaillac, ça c'est le nom de sa femme, à Marie Cardaillac, l'inspiratrice idéale. Et c'est là qu'est le secret. C'est qu'au pied des Pyrénées ariégeoises, il y a des femmes qu'on appelle les Hadas, qui sont des fées, qui ont les pieds palmés. C'est pour ça qu'on a un rond-point qui s'appelle Pédaouco. Ah ouais. Tiens, bien sûr. Mais vous allez finir... c'est des choses qu'il faut guide touristique. Non, mais c'est très important. C'est très important. Et les pieds palmés étaient un signe d'infamie, en fait. C'était le même signe que pour les pestiférés. Voilà. Et donc, il a rencontré cette femme. Et cette femme est une fée. Et les Hadas ont la particularité de confier des secrets aux hommes qu'elles aiment. Et elles vont même jusqu'à les épouser. Ok. Aristide, il a rencontré la fée l'électricité, tout simplement. Voilà, donc ça mérite une histoire. Il y a vraiment de quoi raconter une histoire. Voilà. Allez, avant de développer l'histoire, on écoute tout de suite un premier morceau de ce spectacle qui va devenir un album, je suppose. Il est enregistré, l'album, il n'est pas masterisé, et toute la problématique, c'est comment mettre sur scène un album vinyle qui a deux faces. Ouais, voilà. C'est A et B. C'est à quel moment on retourne le public. Eh bien, vous nous le direz juste après avoir écouté Pylone, extrait donc de cet album d'Éric Larraine. Le soir venu, j'aime les pylônes. Ils m'apaisent, leurs bras ouverts en fer m'électrisent. Leurs bras chargés d'isolateurs en verre au soir
d'après. J'aime les phares, j'aime aussi les balises, la corde à linge pour fermer vos valises, les rubans d'asphalte, les rubans de velours. Le soir d'après, je vous croise à tous les carrefours. La pluie, le jour, j'aime tous les fleuves, n'importe lesquels, aussi bien par l'Oural, la Moselle que la Dour. La pluie, le jour, vous reviendrez par l'amour. Tous ces liens qui me retiennent à vous, tous ces rails, j'y collerai mon oreille et je vous entendrai revenir chez nous. Voilà, Pylône, extrait de la face A, juste avant de retourner le public. Il y avait qu'Éric Larraine, quand même, pour écrire une ode au Pylône et la transformer en histoire d'amour. C'est quand même Vous avez quand même toujours des sujets abrantesques, comme disait notre cher président récemment disparu. Oui, mais bon, j'aime pas faire comme les autres, alors forcément, je suis obligé de creuser un peu. Vous êtes finalement, après la musique indus, le premier chanteur industriel. Mais voilà, exactement. Mais c'est passionnant, l'industrie. Ça doit venir aussi du fait que, voilà, ça fait, par exemple, là, ça fait maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans que je fais des ateliers d'écriture à Super Héros, qui s'appelle Isae maintenant, et que j'oblige des ingénieurs qui n'ont jamais voulu rien écrire à faire de la poésie, quoi. Alors du coup, bien sûr, j'apprends comment faire. Donc revenons sur ce spectacle Chamonix. D'abord, 3 mots sur les musiciens qui vous accompagnent, parce que là, pour le coup, il y a plein de musiciens qui seront avec vous. Voilà, alors déjà, le premier, c'est Pascal Maupeux, quoi. On peut dire que c'est le premier de tous, c'est mon fils aîné. Voilà, c'est vrai, on va en parler juste après, voilà. Mais celui-là, vous le traînez depuis Éric, la reine et leurs enfants. Ouais, ça fait bientôt 10 ans, et c'est lui qui a composé tout, et c'est même lui, là, sur l'enregistrement qu'on vient d'entendre, c'est lui qui joue tout, carrément. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de guitares, mais il joue tout quand même. Oui, mais n'empêche qu'il y a un deuxième guitariste dans la bande. Il y a un deuxième guitariste, c'est le plus grand du monde. Oui. C'est Loïc Laporte. Voilà. Grand spécialiste de Jimi Hendrix, adorateur féroce de Jimi Hendrix. Voilà, entre autres, mais c'est un multi-instrumentiste, mais à la guitare il se défend. Et puis il y a... Il joue aussi du sax sur scène? Non, là il ne jouera que de la guitare. Que de la guitare. Et puis il y a la section rythmique de Tours. Parce que c'est encore une histoire de Toulouse, ça. Et donc, Nicolas Lemoulec à la basse et Colin Neveu à la batterie. C'est la section, en gros, c'est la section rythmique de Pascal, quoi, en fait. Et la particularité de ces deux gars-là, c'est qu'ils jouent de la guitare aussi. Ah ouais. Donc, pour ceux qui aiment la guitare, il va y en avoir. Ouais. Ça veut dire que des fois, c'est un véritable mur du son. Ah en tout cas, c'est 4 guitares, quoi. Ouais. Depuis Molly Hachette, on n'a jamais fait... Mais non, ça fait des années qu'on n'a pas entendu autant de guitare en même temps. Ça va être bon, ça. Ça va être très, très, très féroce. Pascal Maupeux, parlons-en un tout petit peu, parce que je le disais il y a 3 minutes, vous l'avez rencontré au moment où vous avez monté Éric Larraine et leurs enfants. Voilà. Et c'est vrai qu'il vous suit depuis. Vous avez monté un duo avec lui autour de l'histoire du blues et du rock. Je ne sais plus comment s'appelait ce spectacle. D'après les écrits de Nick Cone, si je me souviens bien. Il y a eu ce spectacle autour du bouquin de Pérec, Ellis Island. Voilà, qu'on a monté aussi à Garonne, d'ailleurs, il y a 3 ou 4 ans. 3-4 ans, et Pascal Maupeux était déjà à la guitare. C'est vrai que c'est un musicien, oui, qui vous suit depuis un petit moment. C'est quoi qui vous attire chez ce guitariste? Parce que des guitaristes, quand même, vous en avez croisé quelques-uns. Oui, j'en croise beaucoup, mais...
Alors, je veux pas dire que lui plus que les autres, mais en tout cas, je peux dire que Pascal est quelqu'un qui est extrêmement attaché au texte. Voilà. Et curieusement, lui, il comprend ce que je dis. Curieusement, il sait de quoi je parle, quoi. C'est ça qui est drôle. Et il met... voilà, il fabrique un écrin sur ces textes-là, quoi. Et pour dire comment ça s'est fabriqué, moi, c'est vraiment une histoire que je traîne depuis un petit moment. Et il fallait qu'on s'y mette tous les deux, quoi. Mais il était un peu effrayé par le fait que ce soit une narration, en fait, une fois de plus, quoi. Je raconte une histoire pendant 1h15, quoi. C'est à peu près... Voilà. Et à partir du moment où j'ai dit, bon, écoute, tu laisses tomber ça, on va laisser tomber, de toute façon, je m'en sortirai jamais de cette histoire. On n'a qu'à prendre les morceaux, puis en faire des morceaux comme on ferait un album, quoi, tu vois bien. On a passé 1 semaine à faire ça. Ah ouais, ça va plus vite. Oui. Et en 1 semaine, on a tout fait. Et après, j'ai remis tout dans l'ordre et ça marche. Et, voilà. Et ça raconte l'histoire. Et donc, ça veut dire que c'est simplement les chansons ou il y a aussi des intermèdes où vous situez un peu les chansons au fur et à mesure qu'avance l'histoire d'Aristide? Alors, comment expliquer ça? Voilà, cet album est un vinyle, a priori dans l'idée, et la face A, il y a 7 chansons. Voilà. Comme on les a fabriquées, c'est-à-dire les unes après les autres, comme une face A normale, voilà. Et puis la face B, il y a le morceau qu'on avait envie de faire depuis très longtemps, le morceau de 19 minutes. Ben voilà. Donc il fait quasiment la face B. Oui, qui fait la face B, plus un morceau qu'on entendra tout à l'heure sûrement, qui conclut le spectacle, qui s'appelle Chamonix. Voilà. Mais pour donner une idée, sur le verso de l'album, il y aura le texte de cette longue chanson qui s'appelle Les faits réels. Et au milieu de ce texte-là, on pourra placer chacune des chansons de la face A. Et ça racontera l'histoire. Alors, l'avantage, c'est que donc on peut pas retourner le théâtre Garonne quand la face A est finie. Ouais. Enfin, c'est très difficile. Ça risque d'être compliqué. Voilà. Mais c'est quand même comme ça qu'on va le présenter. Et du coup, ça ressemble à une espèce de sans rien tout dévoiler, mais tout le début du spectacle, c'est une espèce de, vous savez, dans les making-of de Pixar, voilà, les films d'animation, dans les making-of, il y a toujours un moment où il y a un type qui raconte une histoire entouré de crevards, comme un dingue, qui fait rire tout le monde en expliquant les gags alors qu'on les voit pas, quoi, pratiquement, etc. Voilà. Toute la première partie du spectacle, c'est un peu ça. C'est des éléments détachés les uns des autres. Et voilà. Et puis à un moment, ça s'arrête. Et puis c'est... Bon, ok, je vous la raconte, l'histoire. Et là, ça fait 20 minutes, quoi. Et c'est un très, très grand morceau. Là, ce qu'on cherchait avec ce morceau-là, c'est avoir de la place, avoir de l'envol, quoi. Prendre de l'élan et partir pour 20 minutes, quoi. Et là, on raconte toute l'histoire. À partir de là... À la fin de ce long morceau, on raconte la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est Chamonix, c'est... Non, la fin de l'histoire, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Bon. C'est pire. Donc, on verra ça. Il faut laisser un peu de surprise quand même. Vendredi. Mais le dernier morceau, effectivement, c'est Chamonix. Et samedi prochain, donc au théâtre Garonne. Vous aimez quand même les formes un peu épiques au long cours. Je me disais, vous avez travaillé sur un requiem avec Sandoval. Je me souviens avoir vu un spectacle que vous aviez mis aussi en scène, dirigé, qui s'appelait La Kansu, sur l'épopée cathare et d'après la croisade des Albigeois. C'est des formes quand même. Il y avait ce spectacle que vous montiez avec Laurent Paris et avec Marc Maffiolo. Satan est à Paris. Voilà, c'est donc pareil, des formes très... Vous aimez ça un peu, les épopées? Moi, j'aime beaucoup raconter des histoires. J'ai un tempérament relativement lyrique, quoi, en fait. J'ai toujours pensé que j'étais l'héritier de Francis Lopez, en fait. J'ai l'impression d'accumuler les opérettes. Voilà. Et pour moi, Chamonix, c'est pour ça que ça s'appelle Chamonix, parce que c'est typiquement un titre d'opérette. Voilà. C'est pas la belle des Cadix, mais... Non, c'est la belle de Chamonix. C'est la fée de Chamonix. Vraiment, sérieusement, c'est des formes comme ça qui... C'est vrai que vous aviez aussi fait, dans le cadre d'une fédération de musique et d'école de musique, une opérette qu'on avait pu voir au théâtre
théâtre, et c'était pas au théâtre de la Digue. Au théâtre de la Digue, peut-être bien. Oui. Avec Fred Petitpré qui était pour la première fois à la batterie. Voilà, et ça s'appelait Marthe et Marie chantent Fascination. Ouais. Et c'était très Lopez, oui. C'était à fond. C'était la rencontre de Patti Smith et Mireille Mathieu. Et ça faisait effectivement des étincelles. Ça faisait effectivement des étincelles. J'aime bien ce format-là, oui, c'est vrai. Mais même dans par exemple, même dans des concerts comme La vie augmente, non. Plaisir d'offrir ? Pas Plaisir d'offrir, celui juste après. L'ampleur des dégâts. L'ampleur des dégâts, c'était pareil, c'est un récital de chansons. Mais sauf que je les organise de manière, en tout cas, moi, à me raconter une histoire du début jusqu'à la fin. Ça me permet de tenir un fil d'interprétation du début à la fin. Et quand j'arrive à des formats genre opérette, comme ça, c'est un peu le même principe, en fait. Je raconte une histoire et du début jusqu'à la fin. Voilà. Et c'est vrai que pendant que vous parliez, j'étais en train de penser aussi à cette épopée autour de l'histoire de la radio que vous aviez commencé à monter, qui n'a pas eu finalement énormément de suites, mais il y avait cette idée de raconter l'histoire de la musique à travers un animateur de radio. Ouais. À chaque fois, je cherche c'est drôle, quoi. En fait, j'écris par salve, quoi, vraisemblablement, quoi. Quand je sors un album, on peut se dire que j'ai écrit ça dans les 2 ans qui étaient là avant. Et du coup, je suis un peu surpeuplé comme mec, j'ai besoin de me rassembler. Et donc, mes 2 ans de vie que j'ai écrit sous forme de chansons, il faut que je l'organise pour que ça ait l'air un peu de quelque chose, quoi, quand même. Et que ça tienne. Eh ben oui, donc, ça me rassure. On viendra vérifier sur pièce si le projet tient. Donc le projet s'appelle Chamonix, c'est visible la semaine prochaine, ça sera la première vendredi prochain, la deuxième le samedi. Après le spectacle aura sa vie propre. Nouveau donc projet d'Éric Larraine. Ça fait très plaisir de vous revoir sur scène quand même. Moi ça me fait plaisir aussi. Et avec un projet qui est le vôtre, parce que c'est vrai que les derniers temps vous avez vu avec le duo Réflexe, qui est aussi le projet de Bado qui vous accompagne, mais il y avait eu aussi le projet que vous aviez monté avec Loïc Lantoine, Les étrangers familiers, autour du répertoire. Jean-Philippe, je tiens à vous arrêter là tout de suite. Il n'est pas question de projet. Oui. Non, tout ça a abouti, donc ce n'est plus des projets. Voilà, mais alors déjà, c'est chiant quand on veut parler de ce qu'on va produire. On est obligé d'appeler ça projet. Non, mais rien du tout. C'est mon but, c'est mon chef-d'œuvre, c'est mon œuvre, mais jamais un projet. Il faut se débarrasser de ce mot. À chaque fois... Tulipe, ma chère, je compte sur vous. À chaque fois que Jean-Philippe prononcera le nom projet, maintenant, vous mettrez un bip. Voilà, très bien. Un bip à l'antenne, ça va changer. Mais c'est vrai que vous fonctionnez quand même comme ça sur des idées qui vous mobilisent pendant 2-3 ans. Hop, ça arrive sur scène et on passe déjà à autre chose. Ouais. Et vous venez de le dire aussi à l'instant, même sur ce que nous on considérait comme des disques, c'est-à-dire toute la période, j'exagère, plaisir d'offrir, plaisir de recevoir, je ne sais plus dans quel ordre c'était, et puis l'ampleur des dégâts. Donc les 3 albums qui dans les années 90 vous ont constitué, j'allais dire. Oui, c'est ça. Pour nous, c'était des dours de chant. Apparemment, pour vous, c'était des opérettes. C'était déjà des histoires. C'était déjà des histoires. Et c'est vrai que vous fonctionnez depuis le début comme ça. Voilà. Alors, pas projet, mais un spectacle, un répertoire organisé de telle façon qu'il a sa vie pendant 1 an, 2 ans, et après on passe à autre chose sans jamais y revenir dessus. Après, on peut y revenir dessus. La question s'est jamais posée parce que je suis dans une économie, il faut que je cours devant. C'est très clair quand même. Voilà, Éric Larraine, la semaine prochaine, avec ses nouveaux enfants, plein de très bons musiciens sur scène, avec Pascal Moupeux en tête de gondole, donc pour un spectacle Chamonix, à voir samedi et vendredi prochain au Théâtre Garonne. Je suppose qu'on attaquera l'émission de la semaine prochaine avec un extrait de cet album donc à venir. Il sortira quand ? Il sortira la saison prochaine, je pense, avec la constitution de la prochaine tournée. Ouais, voilà, donc
nous, on va faire un peu de stratégie pour une fois. Et nous, on l'a déjà, ce qui nous permettra de pouvoir en diffuser largement des échos. On écoute tout de suite le morceau qui finira ce spectacle, qui finira cet album à venir. Ça s'appelle Chamonix Exquis, histoire de rappeler que Aristide Bergès, dont le héros de ce spectacle, a fait aussi des choses du côté de Chamonix. Un peu. Voilà, merci beaucoup Éric Larraine. Merci. Y en a qui pleurent, y en a qui rient, mais la neige est un don si rare. Saurais-tu neiger toi aussi, tout le jour, toute la nuit? Chamonix, c'est exquis. Chamonix, c'est exquis. Ah, les Inuits, les Inuits, les Inuits. Ah, les geysers, les igloos. Ma peau cloque et mon sang est pébou. Tout ce qui pousse est transi. Chamonix, c'est exquis. Le bruit des glaces est assourdissant. Tout ce qui dépasse est cassant. Et mon poil qui frémit. Chamonix, c'est exquis. Y'en a qui pleurent, y'en a qui rient. Mais la neige est un don si rare. Saurais-tu neiger toi aussi, tout le jour, toute la nuit? Chamonix, c'est exquis. Ah, les Inuits, les Inuits, les Inuits. Ah, les geysers, les igloos. Tes dents claquent et t'as peur des loups. Sans ton pilou, hypothermie. Chamonix, c'est exquis. Dépecer la peau du dos, collé à froid. Et tous ces gens nus, couchés sur moi, engelure, insomnie. Chamonix, c'est exquis. Y'en a qui pleurent, y'en a qui rient. Mais la neige est un don si rare. Saurais-tu neiger toi aussi, tout le jour, toute la nuit? Chamonix, c'est exquis. Chamonix, c'est exquis. Et plus n'est besoin de creuser bien profond. Ici, l'eau coule de haut en bas, sans effort. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio est celle de Youri Gagarin. Voilà, on continue dans l'exotisme. Après Chamonix et son morceau férocement brésilien, musique typiquement savoyarde, Éric Larraine, Gagarine sur ses zones de campusienne. Maintenant, on va partir sur d'autres territoires avec Camille Artichaut. Bonsoir. Bonsoir, Jo. Voilà. Bien, je vois que monsieur a retenu la leçon, c'est formidable. Spectacle nouveau, je le disais en début d'émission. Nouveau spectacle, donc celui-là, il faudra aller jusqu'à Villeneuve sur Lot pour aller le voir, mais après tout, je le disais, par l'autoroute, c'est à 1h30 d'ici pour voir ce spectacle que vous montez du baroque au klezmer. Ça veut dire que c'est un peu l'étendue des musiques qui vous ont fait vibrer? Alors, deux baroques et deux klezmer.
C'est en fait mes deux corollaires actuels, mes deux écrins. Enfin, en fait, je viens du baroque puisque mon père était chanteur d'opéra, donc j'ai eu la chance de grandir dans la musique ancienne. Et le klezmer, c'est ce que je pratique depuis 20 ans maintenant avec mes camarades. Et donc voilà, qui est du Camille Artichaut Orchestra. C'est ça. Donc ce sont des écrins. Pour le klezmer, un écrin, enfin tous deux des héritages de hasard, enfin des prises de terrain, quoi. Voilà. C'est vrai que pour le klezmer, vous étiez venu nous raconter un peu comment vous étiez tombé dedans petit, aux alentours de 12-13 ans, une cassette qui traîne dans un grenier, à l'écoute de cette cassette, le flash, cette musique elle me plaît, je vais la faire. Le baroque, c'est arrivé comment? Le baroque, c'est mon... Donc vous le disiez, votre père était chanteur? Mon père, voilà, donc en fait mon père qui chantait du baroque, qui m'a reconnu quand j'avais 2 ans, était un des premiers chefs de bande en fait dans les années fin des années 70 en France à repopulariser la musique baroque avec toute une bande de jeunes gens, et donc il a monté la première compagnie lyrique baroque itinérante en fait juste au seuil, au commencement des arts florissants et de William Christie, tout ça, qui étaient un peu tous les mêmes bandes de gens, voilà, parce que et qui ont marqué des gens le renouveau du baroque, qui travaillaient en freelance, qui étaient des gens qui étaient déjà intermittents et qui n'étaient pas fixes ou assujettis juste à un seul orchestre. Et donc du coup c'était cette période où ces gens-là exhumaient des œuvres qui dormaient tranquillement depuis 2 siècles dans des collections, dans des musées, dans des églises. Et donc, ils ont fait partie de ces gens qui ont étudié les interprétations en fait, sur les copies d'instruments anciens. Et en ayant étudié avec des gens comme Alfred Deller, comme Jordi Savall, tout ça, voilà. Et donc en fait, moi, c'était un... Vraiment, je suis arrivé à la vie avec ces musiques-là. Vous avez baigné dedans. Et voilà, une musique très organique, en lien avec l'essence, avec la place de l'homme dans la nature. Il faut se souvenir que la musique baroque va de pair aussi avec le début de la Renaissance en Italie, l'humanisme qui se met en place au 15e, 16e siècle, 17e siècle, et que cette musique-là, elle va accompagner tous ces mouvements humanistes de découverte des sciences, de découverte de ce qu'est l'homme et de toute cette réflexion existentielle qui va marquer les 17 et 18e en Europe. C'est ça, voilà. En gros, la musique baroque, enfin la période de la musique baroque s'étend de 1600 à 1750 avec la mort de Jean-Sébastien Bach. Mais ça commence avec Monteverdi et l'Orfeo, voilà, donc 1606 et quelques, au début du 17e. Et ensuite, vraiment, c'était la musique baroque, c'est vraiment l'accomplissement de l'harmonie avec le contrepoint et de la polyphonie, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'embrasement des voix qui vont jouer ensemble avec des instruments qui vont se moderniser déjà pour l'époque, des instruments au niveau de la famille des cordes, de la famille des claviers, de la famille des percussions, tout ça, et puis après de l'orchestre, en fait, ce qui va donner lieu aux premiers orchestres en tant que tels. Donc c'est passionnant en fait d'imaginer comment les gens auraient pu sonner à cette époque-là. Il y a 2 manières d'approcher toujours la musique historique, c'est soit de la jouer comme on l'aurait pu être joué à l'époque, ou c'est aujourd'hui de la jouer telle que je la sens aujourd'hui quand je joue les notes. Qu'est-ce que ça résonne pour moi et qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre, moi, sans forcément avoir comme référent les quelques notes qui sont sur les partitions des Purcell, des Vivaldi. Car il y avait vraiment une cassure entre le baroque et le XXe siècle. La période du romantisme a fait que y a eu on a tout oublié de ce qu'il y a eu avant en fait, et il n'y a pas eu de continuité organologique sur ces musiques-là. Donc il a fallu qu'on imagine comment on pouvait jouer à l'époque. C'était quoi le but de ce spectacle donc de baroque? C'est un concert en fait. C'est pas un spectacle. C'est un concert. C'est un concert en tant que tel, un concert dans un théâtre qui est à Villeneuve-sur-Lot, qui est là où j'ai grandi, quoi. Donc c'est vraiment le spectacle, la ville de mon apprentissage à la vie, on va dire. C'est là à Bias, exactement, petit village mitoyen à Villeneuve-sur-Lot, anciennement zone agricole, qui était devenue malheureusement une petite zone commerciale avec Auchan, McDo, VNB et tout ça. Voilà, avec son Auchan, son McDo, libre, le kit, voilà. Et son Conforama. Et du coup, en fait, ça fait 1 an en fait, que nous avons une nouvelle directrice à Villeneuve, Emmanuelle
Delbosque, qui m'a eu la gentillesse de me donner une carte blanche pour sa première programmation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, je me suis fait voler une clarinette pour jouer du Mozart, une clarinette spéciale pour jouer le concerto. Et donc, on m'a volé cet instrument. C'est un instrument très rare, en fait. Du coup, pour faire court, j'ai dû chercher un nouvel instrument bizarre qui n'existait pas ou peu, comme j'aime bien tout ce qui est bizarre, étrange et que personne ne joue. Du coup, j'ai eu l'idée, mais cette clarinette baroque, en fait, il y a une clarinette qui est très très peu jouée parce qu'il y a très très peu de répertoire. Donc c'est cet instrument, cette clarinette baroque, et je me suis dit, bon, je suis allé voir la directrice du théâtre, je dis voilà, je voudrais faire un truc autour de ça, mais j'ai jamais joué de cet instrument, parce que il n'y en a pas, et j'ai pas les musiciens avec qui vont aller avec, je sais pas ce que je vais jouer, mais on va faire un truc, je vais faire un orchestre autour de ça, et essayer de convoquer une clarinette sur des morceaux. Voilà. Et donc, il a d'abord fallu que vous ayez cherché cette clarinette. Alors l'idée, c'est que j'ai fait construire cette clarinette, voilà. Donc on appelle ça comment? Une clarinette ando, c'est baroque. Ça? Une clarinette baroque. Oui, voilà. Après, il y en a en plusieurs tons. Mais l'idée, c'était que je voulais quand même faire un mix entre une alliance, enfin une soirée, un concert, avec de la musique classique ou baroque et de la musique juive. Je ne savais pas quelle manière j'allais pouvoir faire fusionner. Mon but n'étant pas de faire des fusions à chaque fois. Moi, je veux dire, des fois, dans un programme, on a envie de faire ça, puis on a envie de faire ci, et tout simplement de faire sonner de faire l'écouter sans la faire fusionner. Et en fait, je me suis dit, mais si je fais un orchestre... Donc, je me suis allié avec un vieux camarade à moi, Xavier Miquel, qui est oboïste à l'orchestre baroque de Toulouse, qui vient aussi de Villeneuve-sur-Lot, et donc, je lui ai dit, écoute, je suis en train de faire un truc un peu zarbe, là, voilà, je me suis fait faire une clarinette qui sera là en mars et tout, mais pour l'instant, d'ici là, il faut que je monte un orchestre pour faire un écrin, pour la présenter. Il m'a dit, ok, très super, voilà. Donc, en fait, on a constitué un orchestre de 10 musiciens avec les plus beaux musiciens de baroque en France qu'il y a actuellement, des gens du concert spirituel d'Hervé Niquet, des talents lyriques de Christophe Rousset, des gens qui vont travailler à Paris, avec Minkowski à Bordeaux, enfin voilà, sur Toulouse. Voilà. Et du coup, ils ont tous joué le jeu parce que je leur ai dit, voilà, je convoque la clarinette, instrument très rare. Très peu ont joué déjà avec des clarinettistes parce qu'il y a 3-4 morceaux pour cet instrument. Du coup, j'ai décidé d'un certain nombre de morceaux, 4, dans lesquels il n'y a pas de clarinette, sauf un. Et donc, de la faire jouer des parties de trompette, de violon, de hautbois pour qu'elle fasse un peu sa part belle, elle à son tour, voilà. Et d'y convoquer quelques imaginaires hébraïques, car après quelques recherches, non pas universitaires, mais artichesques, on va dire, je me suis rendu compte qu'il n'y avait point eu de juifs à la cour des rois de Versailles, alors qu'il y en avait eu... Et pour cause des musiciens, on appelait le juif de cour dans les cours allemandes ou en Italie, et du coup, je dis, ben, la question, je me suis dit, y aurait-il eu des juifs à la cour des rois? Et en fait... visiblement non, parce que les Juifs étaient essentiellement en Alsace-Lorraine, vers Avignon, d'un côté d'Avignon et dans le sud-ouest, pour les quelques-uns qu'il y avait ici. Mais sinon, à Paris, au XVIIe siècle, XVIIIe, il y avait rien, à part un banquier qui est allé faire un essai chez Louis XIV, qui n'a pas été retenu. Il en fallait toujours un, mais c'est vrai qu'on leur avait dit gentiment d'aller se faire voir ailleurs. Donc du coup, j'ai pas voulu en fait demander à ces musiciens baroques de jouer de la musique juive, parce que c'est quelque chose qui est... voilà, c'est particulier, mais on va jouer baroque ensemble tous, et de cette émulation baroque va naître comme ça par volutes des petites aspérités hébraïques ou juives, des petites sucreries comme ça qui vont arriver, voilà. Donc c'est vraiment là. Donc il y a 2 parties à cette soirée, en fait, l'artichaut baroque que je crée et l'artichaut klezmer en deuxième partie avec mon excellent ami Pierre-Emmanuel Roubaix, mon ami oui, de toujours, avec qui vous avez monté le groupe il y a 25 ans. Ouais. On a monté le groupe à l'époque de musique
musicale quand nous étions avec Eric en 2001. Et avec aussi Frédéric Petitpré, qui est toujours là, mais qui ne sera pas là, puisqu'il est donc dans les îles avec Rémi Panossian. Dans les îles du côté de l'Asie, pour la tournée annuelle du trio de Rémi Panossian en Extrême-Orient. Exactement. Donc comme Pierre-Emmanuel Roumbé est aussi un jeune Lot-et-Garonnais vertueux de Castelmoron-sur-Lot, donc du coup je lui ai proposé de faire un duo, un peu c'est un 45% de jubilé, quoi. C'est les 20 ans de... Vous avez dû avoir plein de subventions du conseil départemental du Lot-et-Garonne, pour le coup. Alors pas encore. On leur écrira. C'est une coproduction avec le théâtre. C'est une coproduction avec le théâtre de Villeneuve, donc un très joli théâtre imitation à l'italienne de 700 places, qui sera évidemment bondé au premier rang et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment une soirée où je joue un peu l'enfant du pays, en fait, Camille Humeau, donc qui est mon nom d'ancien prisonnier d'état civil. Donc c'est le retour de l'enfant prodige. De l'enfant du pays, n'allons pas trop loin, Jo. Ça va être assez formidable. Là aussi, c'est une configuration, un concert que vous allez jouer ailleurs, ou pour le moment, il n'y a que ce one-shot? C'est pas qu'un one-shot, c'est une création, du coup, ce n'est pas un projet, c'est une réalisation, du coup, d'une... Personne ne fait de projet dans cette ville. Création. Non, et même le faire de création, parce que la création, je suis en création à chaque fois que je vibre, je respire, donc c'est une naissance, si on répertoire. Veut. Non, j'aime bien, c'est une naissance, c'est la première, donc avec un orchestre où il y aura donc un violon. Je vais jouer avec un orchestre. Je vais diriger un orchestre baroque avec la clarinette. Avec un violon. Il y a 2 violons, un alto, un violoncelle, une contrebasse, un clavecin, un théorbe qui est un grand luth, un basson, un hautbois et la clarinette. Bibi à la clarinette. Voilà. Donc voilà. Du coup, l'idée, c'est de vendre ça. Il y aura évidemment 3 belles caméras parisiennes qui seront là pour nous observer, pour enregistrer. Et ensuite, évidemment, comme moi, je suis pas quelqu'un qui... Vous savez, j'aime pas les teasers, j'aime pas trop les vidéos, les disques, tout ça. Bon, j'ai participé à plein de trucs, mais je suis vraiment une personne du live, quoi. Moi, je suis dans le présent, quoi. Beaucoup, ça. Le live, c'est quelque chose qui est extrêmement, nutritif et urgent. Parce que bientôt, ça pourrait devenir un souvenir à force d'être smatché avec les trucs comme ça. Et fugace. Donc ça se passe le 3 décembre. Dans 15 jours, on a le temps de réfléchir. Dans 10 jours, à Villeneuve-sur-Lot. Où est Villeneuve-sur-Lot? Souvenez-vous, Jérôme Cahuzac, il y a quelques années. Voilà, donc quand je dis Jérôme Cahuzac, tout le monde voit où c'est sur la carte. Lui, c'était pas la phobie administrative, mais c'était j'ai besoin d'argent, il faut bien que je le planque quelque part. Voilà, donc mais il n'a pas touché au théâtre. Donc, formidable. Ça va. Donc non, Villeneuve-sur-Lot, vous prenez Agen, vous sortez à Agen et vous êtes à 30 km de Villeneuve. Et vous suivez les indications, c'est bien indiqué. C'est très bien indiqué, vous serez bien reçu. C'est pas Las Vegas, mais il y aura des lumières quand même dans la ville. C'est super beau, il est très beau ce théâtre. Il est beau ce théâtre, je l'aime beaucoup. Dans le micro, Éric Larraine. J'aime beaucoup le théâtre de Villeneuve-sur-Lot. Ça veut dire que vous y avez déjà joué? Mais oui, bien sûr, j'ai eu droit à une carte blanche aussi. Très bien. À l'époque de Serge Boras. Eh bien, en tout cas, on ira voir la carte blanche. Donc, le théâtre de Villeneuve-sur-Lot a donné à Camille Artichaut. Oui. Oui, je rappelle donc. Le 3 décembre à 20h30, un mardi. Oui, mais je l'ai dit il y a 2 minutes. 05 53 40 49 49. Numéro où vous tomberez sur Thierry Zanovello qui fera un plaisir de vous vendre des billets. Et donc voilà. Donc ça va être, voilà, je pense, on va essayer de se prendre comme dans un salon de campagne où il y aura des jets de perruques poudré, des bretzels, encore une fois, ces bretzels en plusieurs déclinaisons. Le 3 décembre. Le 3 décembre. Le 3 décembre, ouais. Allons-y ensemble. Ouais. Oui, bonne idée. Voilà, donc Villeneuve-sur-Lot le 3 décembre. Allons-y ensemble. Voilà, donc la liaison est mal à propos, c'est ça que vous voulez dire. Non, le 3 décembre, au théâtre de Villeneuve-sur-Lot pour ce concert du baroque au klezmer. 2 baroques et 2 klezmer. 2 baroques. Ce n'est pas quelque chose de
d'universitaire, vous voyez. C'est pas une conférence, c'est ça que vous voulez dire. La consistance. C'est de la musique avec une clarinette baroque. Évidemment, il n'y a pas de disque sur ce programme-là. Par contre, Camille Artichaut, et c'est peut-être le moment d'aller chercher votre instrument, est arrivé avec cette clarinette baroque qu'il s'est fait construire par un luthier niché quelque part en Bretagne, avec un texte. Une petite poésie en exergue. Bon, ça va être formidable. Quel bonheur. Après, je ferai une minute. On a tout le temps, l'émission après donc nous n'a pas lieu, donc on a tout le temps. J'ai écrit ce petit texte au printemps lorsque j'étais en train de travailler cet instrument. Musique 1978. J'ai trouvé une mélodie là qui dormait. D'une infime note, je l'ai reconnue. Un peu d'eau a suffi, je l'ai redressée pour l'accueillir dans mon tuyau de bois nu. J'ai trouvé une mélodie là qui dormait. Chant de miel et d'épices. 800 ans sont passés, signé Rabbin Cigale du solstice. J'ai trouvé une mélodie là qui dormait. Avec mon souffle, elle s'est envolée. Par le défunt corps de mon ami, j'ai joué et toutes les églises ont dansé. J'ai trouvé une mélodie là qui dormait. Alors j'ai taillé dans un morceau de bois une piste pour la faire danser, goutte de soleil renversée. J'ai trouvé une mélodie là qui dormait. Je la rassure car d'autres viendront pour qu'elle se rendorme seule dans le creux d'une éternité. Caramel mou. C'était parfait. Camille Artichaut à la clarinette. À voir donc le 3 décembre prochain au théâtre municipal de Villeneuve, donc pour ce spectacle de baroque et de klezmer avec un orchestre de chambre baroque et puis en duo ensuite avec son accordéoniste préféré Pierre-Emmanuel. C'est cela même. Roubaix. Voilà, tout ça à Villeneuve-sur-Lot. Si vous voulez savoir comment on s'y rend, allez sur la page Facebook de cette émission. On mettra un plan Google. Allez sur la rocade. Et prenez l'autoroute. Nom de Dieu. Direction Bordeaux. À un moment donné, il y a écrit Villeneuve-sur-Lot. C'est juste avant les côtes de Duras. Allez, voilà. Camille Artichaut, merci d'être passé dans cette émission ce soir. On va se quitter dans 5 minutes, le temps d'annoncer les concerts et les concerts du soir. Et pour commencer cette page dédiée aux spectacles, concerts et manifestations du vendredi soir, on va commencer par ne pas oublier que ce soir et pendant tout le week-end, le festival Peuple et Musique au cinéma fêtera ses 20 ans par une sélection des quelques films qui ont marqué son aventure artistique. Au programme, projection à la Cinémathèque de Toulouse et puis concert à la Cave Poésie. Ça commence ce soir, ça dure pendant tout le week-end. Les derniers concerts et projections, c'est dimanche soir. Et puis, si vous voulez avoir la programmation détaillée de ce festival, il faut aller au www.peuple et musique au cinéma.org. Ce soir, du jazz à l'impro avec le Joey Plosa Quartet à 20h30
du jazz plutôt contemporain autour des compositions du guitariste Joseph Ploza. Du métal ce soir au Bikini à 20h30 avec le retour de Mass Hysteria. Soirée plutôt psychobilly à l'usine à musique avec Banane Métallique. Ça c'est des fous de Margerin, je suis sûr. Buatoeda et puis Dead Bolex. Du folk au Rex à 20h30 avec Tom Lib, un jeune songwriter parisien. Chanson à l'itinéraire bis. Ça c'est du côté de Marengo avec les deux qui restent, c'est le nom du groupe à 20h30. Et puis également ce soir du hip-hop au Métronome à 20h30 avec Joker rap français et Zamdana rap de la planète Marseille, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le rap français, je le rappelle. Donc du rap français avec Joker et du rap marseillais avec Zamdan. Les Manos Raïs fêteront la sortie de leur premier album à la Candela à 21h, ça c'est des musiques plutôt latines. Chanson à Maison Blanche à 21h avec Amoncha, et puis chanson toujours au Bijou à 21h30 avec Michel Fourcade and the Princess. Imaginez un peu le spectacle musical et théâtral déjanté, mais là en beatbox, voix, rythme frénétique, machine, folie douce et puis une diva plutôt improbable pour des chansons originales et des reprises décapantes. Enfin, Irina González, la cubaine la plus toulousaine de la ville, que l'on a vu longtemps dans El Gato Negro, et bien Irina González, qu'on appelait anciennement la Ritana Tropicale, fêtera les 1 an de la sortie de son premier album l'année dernière. L'album s'appelle Émigrar, il est toujours en vente chez tous les bons bouchers. Et puis ce soir, elle jouera cette musique au Taquin à 21h avec l'ensemble des musiciens qui ont participé à ce disque, c'est-à-dire que la rythmique de cuivre, la section de cuivre par exemple, sera présente sur la scène du Taquin, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller écouter donc Irina González fêtant les 1 an de son album Émigrar, dont on écoute tout de suite un extrait avec l'album éponyme. Que guía, Maya.
Voilà, Irina Gonzalez, donc émigrare ce soir au Taquin à partir de 21h. Pendant ce temps, on se raconte des histoires. On parle d'enregistrement de disques anciens, de disques à venir et tout ça. Mais on en reparlera une autre fois. Émigrare Irina Gonzalez ce soir au Taquin, donc pour les 1 an de cet album assez magique. Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Et si j'ai bien suivi les aventures de Caramel Mou, je pense que la semaine prochaine, il y aura David Odrochi qui viendra nous parler de l'album qu'il a sorti avec Initiative H en septembre dernier autour du répertoire de Moondog. Et je pense qu'il y aura Lise Martin, une chanteuse parisienne installée à Toulouse depuis 3-4 ans et qui s'apprête à jouer dans la Ville Rose. Donc la semaine prochaine, David Odrochi, Lise Martin. La suite des aventures la semaine prochaine. Salut les filles. Caramel.